c'est la chirurgie qui ne doit pas être ratée, parce que c'est la chirurgie qu'on ne voit pas, qu'on voit le plus. C'est-à-dire qu'à la base, il faut comprendre très bien ce que veut la personne pour lui dire si ce qu'elle désire est compatible avec son visage ou pas. C'est-à-dire que la personne peut vouloir un nez d'une star ou de je ne sais qui, mais qui ne va pas aller avec les traits de son visage et sa personnalité. Et il ne faut pas se planter. Nous, en tant que chirurgiens, on a un grand rôle de ce côté psychologique pour dire à la personne si ça lui convient ou pas, par rapport aux traits de son visage, par rapport à sa personnalité et par rapport aux détails locaux, aux détails anatomiques. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, on a un visage fort avec une peau épaisse, il ne faut pas avoir la prétention de dire je vais vous faire un petit nez avec une peau qui va s'affiner. C'est pas possible. La peau épaisse, on sait quel résultat s'attendre avec la peau épaisse. C'est très embêtant. Je reçois fréquemment des rhinoplasties de gens qui ne sont pas contents et qui veulent se faire réopérer. C'est une très grande responsabilité parce que c'est beaucoup plus facile de réussir un nez quand il a été opéré, quand on l'opère la première fois, que lorsqu'on l'opère une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Moi, je me rappelle toujours d'une patiente qui m'a consultée au Koweït. Son nez a été opéré 8 fois. Donc, si j'avais accepté de l'opérer, j'aurais été le 9e chirurgien. Je me demande, à partir du 3e chirurgien qui l'a opéré, les autres, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'elle a des tissus abîmés, parce que les tissus sont cartonnés, il y a beaucoup de fibrose cicatricielle, il n'y a rien à faire. Il faut avoir l'honnêteté scientifique de dire à quelqu'un « Non, je ne peux pas vous améliorer ». Oui, je peux vous améliorer un tout petit peu. Moi, j'ai eu un patient il n'y a pas longtemps de Libye qui m'a été adressé par quelqu'un et qui avait le nez qui avait été raté en Libye. Il avait été opéré à 2 reprises. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans le nez à l'intérieur, c'est pas moi qui l'ai opéré. Je ne sais pas ce qu'il me reste comme cartilage, je ne connais pas les conditions, je n'ai pas de compte rendu opératoire. J'avais reçu un vendredi. Je dis écoutez monsieur, moi c'est le week-end, donc je n'opère pas samedi et dimanche. Et c'était un moyen pour voir. Pour que je réfléchisse et pour voir jusqu'où il est décidé et déterminé à faire. Il revient le lundi. Je lui dis, écoutez, je vous promets de faire mon maximum, mais je ne vous promets pas le résultat. Je vous promets que je ne vais pas détériorer votre résultat. Oui, ça je peux vous promettre, mais je ne peux pas vous garantir un résultat de 100%. C'est pas possible, je ne sais pas ce que les autres chirurgiens m'ont laissé. Je vais me débrouiller avec les moyens que je vais découvrir. Donc je pars à la découverte. Quand je vais ouvrir et disséquer, c'est pour voir ce qui me reste et qu'est-ce que je peux faire. Donc les reprises de rhinoplastie, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment réfléchir de fois avant de les accepter. Le cou, c'est une zone qui trahit l'âge, en particulier chez la femme, parce que quand on aura tout arrangé au niveau du visage, il reste une région faible qui est le cou, parce que le point faible de la femme, c'est le cou et les mains, quand elle a dépassé 45 ans. C'est ce qui trahit l'âge, parce que le visage, on peut s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du cou? Le cou, on peut déjà, chez la femme relativement jeune, à partir de 35-40 ans, faire les injections d'acide hyaluronique dont on a parlé, qui vont stimuler la néocollagénèse, améliorer la qualité de la peau. Chez d'autres personnes, on va avoir des dépôts de graisse et si la femme elle est jeune, on peut espérer une bonne rétraction de peau. Avec un laser, on peut avoir le tightening de la peau et avoir un bel ovale du visage et un bel angle cervico-mentonnier. Au-delà, quand il y a le relâchement, c'est le lifting. Au-delà d'une certaine limite, on ne peut pas s'en sortir avec des petits moyens simples d'injection. Donc il faut le lifting cervical. Donc le lifting, il y en a différents types. Il n'y en a pas qu'un seul, contrairement à ce qu'on pense. Il y a le lifting temporal qui permet de relever la queue du sourcil. Il y a certaines femmes qui, pour embellir, ça peut être fait dans un but d'embellissement ou de rajeunissement. Il y a des femmes jeunes qui veulent faire un lifting temporal pour relever le sourcil, et pour égayer le regard, ça s'appelle le lifting temporal. Il y a le lifting classique, cervico-facial, que tout le monde connaît, qui se fait moyennant une injection devant et derrière l'oreille, qui va permettre de retendre la face et de retendre l'ovale du visage et le cou. Ce lifting-là, il s'adresse quand même aux femmes qui sont plus âgées. Je ne conçois pas dans ma pratique de faire un lifting pour une femme moins de 46-47 ans. Pour moi, c'est trop tôt. On peut faire avec des moyens simples un rajeunissement sans laisser de cicatrices et sans avoir recours à un lifting. Parce qu'un
lifting, ça va durer une dizaine d'années. Si on va commencer à 45 ans ou 40 ans, moi j'ai vu des femmes lifter à 40 ans et moins. Donc si on va commencer un lifting à 40 ans, franchement on va se refaire à 50 ans, à 60 ans. Non, c'est trop de lifting au courant d'une vie et c'est pas bon pour les tissus. Il y a un autre lifting qu'on peut proposer aux femmes jeunes de la quarantaine, c'est le lifting du tiers médian du visage, qu'on appelle aussi le lifting malaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que les premiers signes du vieillissement, avant que la femme commence à abîmer son ovale du visage ou son cou, on va voir des paupières inférieures se creuser, on va voir une graisse qui est la pommette, qu'on appelle nous dans notre jargon chirurgical la graisse malaire, qui va migrer pour se mettre de part et d'autre des sillons nasogéniens. Ça va donner un air fatigué et la femme va avoir un regard creusé avec des paupières inférieures creuses ou des creux du cerne. Je vous rappelle que le bébé n'a pas de paupières inférieures. On passe directement du bord libre de la paupière à la joue, ce qui fait que le bébé est très beau. Il a beaucoup de plénitude au niveau du visage. Après, il y a des paupières inférieures qui se forment, qui se creusent et qui s'allongent. Entre-temps, cette graisse, elle a migré. Elle s'est déposée au niveau de cette région et elle a laissé sur son trajet ce qu'on appelle la vallée des larmes. Ça, on le voit chez les femmes relativement jeunes. On peut, avec des injections, tricher, c'est-à-dire remplir un peu le creux des cernes, améliorer la pommette, ça donne une impression de plénitude et ça rajeunit. Il y a d'autres femmes qui veulent vraiment régler le problème et c'est pour cette catégorie de femmes qu'on propose le lifting malaire qui va nous permettre de repositionner cette graisse malaire au niveau de sa place, ça fait ça. Et l'incision, c'est pas une incision de paupière inférieure, de blépharoplastie inférieure, donc il n'y a pas les cicatrices du lifting cervico-facial.